Allez, nous reprenons seconde vidéo, lecture et découverte des règles pour Nemesis Lockdown. La pause faite depuis le premier épisode de découverte m'a permis de remanier un petit peu des choses et de trouver quelques solutions. Notamment, alors le plateau déjà, je vous rappelle que non seulement ça sert à découvrir les règles, mais en plus moi ça va me permettre de me projeter pour des sessions de jeu. Quant à l'agencement, j'ai rebasculé le plateau dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant la zone 1 est bel et bien là, et puis la lecture est beaucoup plus simplifiée puisqu'on voit bien le secteur 1 ici, secteur 2 au milieu, secteur 2 là-bas en haut à gauche. Notre piste de temps, elle est là maintenant à la droite, très bien. Tout ça c'est bon. J'ai fait une merdasse, je sais pas comment je me suis débrouillé, j'ai plus de jetons ici. Alors, est-ce que j'en avais mis un ou pas? Le doute me vient. Pourtant, j'ai juste pivoté le plateau. Bon, on verra. On verra, on verra. Il faudra que je trouve une astuce pour l'ascenseur parce que là, comme ça bouffe la place. Et je suppose qu'on va pouvoir mettre des figurines ici pour rappeler l'ascenseur avant de le prendre. Donc, j'en sais rien. On trouvera. On trouvera, on trouvera. On n'est pas en peine. Et puis alors, ouais, sinon, côté plateau joueur, alors toujours en solo, hein, bien sûr. Côté plateau joueur, eh ben, c'est bien, j'ai ressorti un couvercle de boîte de la gamme Tenfold Donjon qui propose 5 environnements différents, dont notamment un spatial. Et pour Ciné Tempore, ça m'avait pas mal servi. Et ben là, c'est pile poil. Non seulement on a un visuel sur notre survivant dans la globalité, et en plus, le labo, ça me permet de le mettre juste au-dessus pour pouvoir faire les manipulations quand on en aura besoin. Et à mon avis, on va pas l'utiliser tout de suite, hein. Donc ça, c'est bien. Ça m'a permis aussi de retrier deux, trois bricoles. Bon, mais on n'est pas là pour parler agencement, on est là pour survoler. Alors survoler, oui et non, puisqu'on découvre de A à Z les règles. On va renquiller à la page 11, sachant que le chapitre qui nous concerne là, c'est but des joueurs et fin de la partie. On avait vu donc notre but, hein, de deux conditions de s'en sortir, objectif et survivre. Les moments spéciaux du jeu, ça bien à mettre en mémo. Maintenant, on va attaquer le système automatique de fret. Alors, système automatique de fret, ça va se passer par ici, avec ces jetons-là. En cas d'urgence, les personnages peuvent utiliser le SAF, système automatique de fret, pour quitter la base martienne. Empruntez une nacelle. Pour monter à bord d'une nacelle, vous devez faire l'action de la salle système automatique de fret correspondante alors que le jeton temps se trouve sur une case marquée d'un jeton SAF. Donc en timing, il faut au minimum qu'on attende le tour 10 pour pouvoir euh, faire l'action. Ouais, c'est ça. Une nacelle SAF ne peut accueillir qu'un seul personnage à la fois. Ok, 2, 4, 6, ça veut dire qu'il y aurait 6 nacelles disponibles. Une fois à bord d'une nacelle, défaussez toutes vos cartes et passez votre tour. Résolvez les effets en cours normalement, puis placez votre figurine sur l'emplacement de nacelle SAF correspondant. Donc ça voudrait dire ici, ici, ici ou ici. C'est ça que ça veut dire? Lors de la phase événement, votre personnage essaiera de s'échapper à bord de cette nacelle SAF. Un personnage dans une nacelle n'est affecté par aucun effet sauf mention contraire.
Les nacelles sont lancées automatiquement pendant la phase événement des manches marquée par un jeton SAF. Lors de l'étape lancement des nacelles SAF, révélez le jeton sous le numéro de la manche en cours et résolvez l'effet correspondant. D'accord, youpi, je suis ici, je vais pouvoir me barrer. Haha, bien fait pour vous. Et on arrive à l'étape événement des manches. On révèle ça, aucun, aucun départ. Ok, c'est une nacelle SNCF SAF. Ah, bien, 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 bien. Aucun personnage n'est évacué. Tout personnage dans une nacelle comme ça est renvoyé dans la salle SAF correspondante et subit une blessure grave. Et pourquoi? Là, je m'interroge. Pourquoi est-ce qu'on est censé subir une blessure grave alors qu'on est rapatrié dans une zone? Mhm. Ensuite, on retente notre chance. Bim, ici. Oh putain, aucun départ. Allez, on arrive à survivre. On retente notre chance au tour 6. Hein? Eh mais ça va là? Départ A. On retente notre chance au tour A, au tour 4. Ah ouais, ok. A, B, C. Les personnages dans la nacelle indiquée est évacué de la base. Le personnage. Retirez sa figurine de la partie. Si vous n'avez pas réussi à évacuer la base, renvoyez votre figurine sur la salle correspondante et prenez une blessure grave. Ouais, ça veut dire qu'on peut 3 fois de suite, on peut tenter un départ, ça marche pas, on se prend 3 blessures. Alors, on va compléter, pas seulement une simple blessure, on évoque une blessure grave, sans aucune justification. Ça, c'est sur le point d'être refusé, sans déconner. Et puis tous les personnages à bord d'une nacelle sont évacués de la base, retirez leurs figurines de la partie. Bon, mais alors, vous devez faire l'action de la salle système automatique de fret correspondante. Donc, il faut trouver la salle système automatique de fret. Ok. Ensuite, la grande porte du bunker. Alors, c'est celui-ci le bunker, la grande porte. Ah non, pardon. Pardon. Là, on est en train d'évoquer ici. Ce serait ça la porte automatique du bunker. Les personnages peuvent se réfugier au bunker pour finir la partie en sécurité. Pour accéder au bunker, un personnage doit remplir les conditions suivantes. Se trouver sur le sas de sortie. Ok, là. La grande porte doit être ouverte. Ah bon, c'est bien ça. La grande porte doit être ouverte. L'astromobile est au niveau de la base. Au niveau de la base. Oui, S01, secteur 1. Où le personnage porte une combinaison tout-terrain. Ah ouais, parce que s'il y a déjà un joueur qui utilise l'astromobile, eh ben on a beau être là sans combinaison tout-terrain, c'est BZ. Et il faut qu'il y ait aucun intrus dans la salle du personnage. Ok. Si toutes ces conditions sont réunies, le personnage peut faire l'action s'échapper de la base. Alors je sais pas pourquoi on a le 2 là. Est-ce qu'on l'avait vu ça? S'échapper. Si l'astromobile se trouve sur le sas, déplacez l'astromobile et votre figurine sur le bunker. Vous avez réussi à vous échapper. L'astromobile ne peut accueillir qu'un seul personnage. Bah oui. Pas de remorque? Il n'y a pas de remorque. Très bien. En 2, si on possède une combinaison tout-terrain. Oh, c'est un malade mental, Adam Kapinski. Parce que on pourrait se dire, bon bah ça va, j'ai la combinaison tout-terrain, je peux sortir. Mais non, avant ça, faut faire un jet de bruit.
Et s'il y a un intrus qui apparaît dans la salle, notre action est un échec. Si aucun intrus apparaît, vous pouvez placer votre personnage sur le bunker. Vous avez réussi. Oh la vache, ça me fatigue déjà, toutes ces procédures de, de sauvetage. Sinon, bah, si on n'a pas l'astromobile, si on n'a pas de combinaison et s'il y a un ennemi, vous ne pouvez pas effectuer cette action. Si vous réussissez à vous échapper, vous ne participez plus au jeu. La fin de la partie déterminera si votre personnage survit ou meurt. Ah ouais, il pourrait très bien se passer que on arrive à sortir au 8e tour. Ok, donc au 8e tour, timing 8e tour. On prend le bazar, on arrive au bunker, on se dit chouette, c'est cool, mais non, il faut attendre la fin de la partie. Il peut très bien s'écouler encore 3, 4, 5, 6 tours. Et pour X raison, bah, il se passe un truc au bunker, on crève. Qui ne serait pas particulièrement gentil, mais ça peut t'arriver. Ok, l'astromobile. L'astromobile servait de moyen de transport pour le personnel de la base. À présent, il s'agit du moyen idéal pour évacuer le bâtiment en toute sécurité. Au début de la partie, l'astromobile se situe à côté du sas de sortie. Il peut être utilisé pour faire l'action s'échapper de la base détaillée plus haut. Ouais, ouais, ouais. Si l'astromobile a déjà été utilisé, il peut être renvoyé à son point de départ grâce à une action d'ordinateur. Ah la vache! Il peut également être déplacé de la base au bunker par le même moyen. Ah, bande de fumier de lapin! Quand on sait ça, action d'ordinateur. Consulter un jeton ça, fait changer les positions de 2 jetons courants. Bon, alors ça va être une autre carte. Parce que oui, on en a plusieurs ici, hein, ne pas oublier. Et ça veut dire que, imaginons, je suis dans la salle d'ordinateur, j'ai la carte qui dit déplacer l'astromobile. Au moment où je joue avant le joueur qui a les moyens de s'échapper, qui est dans la salle sans intrus, et je lui fais sous le pif, coucou. Oh, c'est mortel ça. Excellent. Alors, ils ont beau dire hein, qu'on est sur du semi-coopératif, très peu de temps, hein. Visiblement très très peu de temps. C'est quoi ça? À tous nos directeurs. Alors ça c'est du fluff. Je passe pour l'instant. Contingence. Alors les contingences, c'était nos cartes comme ça, enfin nos cartes, nos pions comme ça. Et on avait fait un tas ici, mais j'étais pas sûr que ça aille bien là. Là on avait aussi un emplacement. Peut-être là que ça va. À la fin de la partie, la corporation suit un plan de contingence pour faire face aux événements qui se sont déroulés au sein de la base. Au début du contrôle de victoire, révélez la contingence active et appliquez-la à tous les joueurs, ce qui peut entraîner la mort de certains. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Les joueurs ont tout intérêt à se protéger du plan de contingence pendant la partie en consultant les contingences des autres joueurs et du pool neutre pour, déduire la nature de la contingence active. Mhm. Important, la contingence active reste secrète pour tous les joueurs jusqu'à la fin de la partie. Et alors, c'est quoi? Ce serait celle-ci, celle qui est au milieu? Au-dessus? Et tous les occupants de la chambre d'isolement. Bon, là j'avoue que c'est complètement flou. Complètement flou. On peut quand même faire un check sur le matériel contingence. La petite tuile ou pas, les cartes roll 9, jetons. Tiens, c'est ça, ouais. Tout en haut à droite, là, 7 jetons contingence. Ça,
Ça, c'est bien ça. Alors, les jetons, justement. Vous pouvez consulter votre propre jeton à tout moment, mais ne montrez jamais son effet aux autres joueurs, comme pour les objectifs. Vous pouvez divulguer son contenu à l'oral ou par d'autres moyens, par exemple en utilisant votre carte index des contingences pour révéler votre contingence aux joueurs de votre choix. Donc on est censé avoir une carte index des contingences, c'est ça? Pas du tout. Une carte index des contingences, peut-être celle-ci. Ah non, attendez. Les cartes d'aide. Qu'est-ce que j'ai foutu des cartes d'aide? J'ai dû les ranger, probablement. On a ça là. J'ai fabriqué contingence. Ah voilà, c'est ça. Index des contingences. Et qu'est-ce qu'on en fait? Les personnages dans la chambre d'isolement sont tués. Hmm. Bon, là, je pense que ce sera un gros morceau de révision mémo que j'aurai à faire, hein. Bon, les jetons secrets, ok. Rassembler des informations. Plusieurs effets permettent de consulter des jetons contingence à l'exception de la contingence active. Ces effets sont octroyés par certaines actions d'objets, d'ordinateur et l'action de salle des archives. Plus d'infos sur les archives et actions d'ordinateur, page 27. Infos sur les objets, page 25. Lors des actions Non, l'une des actions d'ordinateur permet de consulter toutes les contingences d'un autre joueur de votre secteur. Les actions de salle des archives et du système d'alerte permettent de prendre un jeton contingence du pool neutre et de le conserver sur son plateau individuel. Ainsi, par élimination, les joueurs peuvent tenter de deviner la nature de la contingence active. Bon. Alors, il se peut que j'ai zappé un truc lors de la mise en place et on nous a dit de prendre un des jetons du pool neutre pour aller le mettre sur l'emplacement ici pour une contingence active, ou l'inverse, hein, voire même l'inverse. La mort d'un perso. Lorsqu'un personnage meurt, tous ses jetons contingents sont renvoyés au pool neutre. La procédure d'alerte. Diviser le chiffre sur lequel est placé le jeton temps par 2. Et là, jeton temps sur 10 divisé par 2, ça ferait 5. Placez le jeton procédure d'alerte sur la case de la piste égale au résultat. La partie s'arrête immédiatement dès que le jeton temps quitte la case contenant le jeton procédure d'alerte. Alors, le jeton procédure d'alerte, est-ce que c'était pas celui? Je suis allé trop loin. Touloulou. Procédure d'alerte, pas du tout, c'est le rouge. C'est celui-là. Ok, donc procédure d'alerte, ça veut dire qu'on divise par 2 et 5 ce serait placé comme ceci. À partir du moment où on a fini le tour 5, la partie s'arrête. Après avoir activé le système d'alerte, la chambre d'isolement s'ouvre immédiatement. Retournez la tuile de façon à ce que son action de salle soit visible. Chambre d'isolement. Ouais. Ah oui, ok. Elle est là. Elle est ici, la chambre d'isolement. C'est une salle non-stop qui est toujours visible. Et par contre, après avoir activé le système d'alerte, la chambre s'ouvre immédiatement. Retournez la tuile de façon à ce que son action de salle soit visible. À partir de maintenant,
Les personnages peuvent s'y enfermer même si le jeton temps ne se trouve pas encore sur une case blanche de la piste temporelle. Donc face visible, lorsque le jeton temps arrive sur l'emplacement marqué 8, retournez cette salle. Ah ok. Hein? Donc elle se referme. Plouc. Hmm. Ah ok, ça devait être là. Ça le truc. Et là, il n'y a pas de. Il n'y a pas ça à revoir lors de la mise en place. Allez, on se refait une mise en place. Accrochez-vous, pleurez un petit peu. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. La règle, page 27 pour la chambre d'isolement. Ok, la fin de partie. Alors attention les yeux. La partie s'arrête lorsqu'une des conditions suivantes est remplie. Le marqueur temps atteint la dernière case de la piste temporelle. La dernière case, oui, 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 ok. On arrive là. La corporation intervient et lance une purge de la base, quelle que soit la contingence active. Tous les personnages encore dans la base et qui ne sont pas enfermés dans la chambre d'isolement sont tués. La purge ne tue pas les intrus. Si votre objectif était de tuer la reine ou de détruire le nid, votre mission est un échec. Ouais, ça c'est la première façon de perdre, hein. On se fait purger le cul quand on arrive à 0. Ensuite, si le jeton temps se trouve sur la même case que le jeton autodestruction, côté rouge visible, et doit avancer plus loin ou vous devez placer un 13e marqueur feu, oh, ou un 11e marqueur panne, hop, hop, hop. La base explose et tout ce qui est encore à l'intérieur est tué, y compris les personnages enfermés dans la chambre d'isolement. Les intrus et la reine meurent dans l'explosion. Cela peut être important pour certains objectifs. Et enfin, troisième point qui marque une fin de partie, le dernier joueur en vie dans la base meurt. Ah oui, les personnages enfermés dans la chambre d'isolement ne comptent pas. S'enferme dans la chambre d'isolement, fuit jusqu'au bunker ou emprunte une nacelle. Hmm. Le dernier joueur meurt, s'enferme dans la chambre, fuit au bunker ou prend une nacelle SAF. Plus personne ne peut faire quoi que ce soit sur le plateau. Si la séquence d'autodestruction est active, déplacez le jeton temps sur la case marquée du jeton autodestruction. Sinon, déplacez le jeton temps sur la dernière case de la piste temporelle. Dans les deux cas, résolvez la situation comme indiqué ci-dessus. Si la procédure d'alerte était active, déplacez le jeton temps sur la case marquée du jeton procédure d'alerte. Sinon, déplacez le jeton temps sur la dernière case de la piste temporelle. Dans les deux cas, résolvez la situation comme indiqué ci-dessus. Dans le cas rare où la procédure d'alerte et la séquence d'autodestruction sont actives à la fin de la partie, elles comptent toutes les deux comme le dénouement de la partie. Si l'une des conditions ci-dessus est remplie et qu'un personnage ou plus a survécu, enfermé dans la chambre, réfugié dans le bunker ou évacué à bord d'une nacelle, passez au contrôle de victoire. Donc on peut très bien mettre fin à la partie sans avoir à s'inquiéter d'une éventuelle victoire et qui gagne. Contrôle de la contingence. Révéler la contingence active et appliquer son effet à tous les personnages encore vivants. La corporation suit un plan de contingence pour faire face aux événements qui se sont produits au sein de la base, ce qui peut entraîner la mort de certains d'entre eux. Au cours de la partie, l'objectif des joueurs est de rassembler des informations nécessaires pour se protéger du plan de contingence. D'accord, 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 d'accord.
Après, on va contrôler la contamination. Ah oui, alors j'ai retrouvé les fameuses cartes contamination. C'est qu'elles font partie des cartes de blessures graves, me semble-t-il. Ah chiotte, je rêve. C'est pas ça. Pas du tout. Oh bon sang, mais elle faisait partie d'un truc. Des attaques alors? Je check, hein. Même pas. Bon, bah j'étais persuadé d'avoir remis la, la main dessus. Ok, on passe, on y reviendra. Contamination, bah ce sont des cartes vraiment spéciales en plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Embêtant quand même. On m'a bien vendu un jeu avec, avec tout ce qu'il faut. De grandes cartes. Moi, je vois bien le truc venir, c'est que j'aurais oublié d'ouvrir un paquet de cartes. Hmm, je check vite fait, hein, je suis là, hein, vous m'entendez? Dans la boîte, eh ben non pourtant. Pas du tout. Ah, attendez. If ça se trouve, je les ai mises avec l'extension Chitrides. Tiens, c'est quoi ça? Oui, événement, action, rôle. Hmm, peut-être pas. Bien. Super Friedrich, bravo. Alors là, très professionnel, hein. J'en ferai part à ton patron. Allez, on enquille. De toute façon, ça n'empêche pas de voir que sur le schéma, on va utiliser le bazar là. Alors pour ça, contrôler la contamination. Chaque personnage en vie enfermé dans la chambre d'isolement, réfugié dans le bunker ou évacué à bord d'une nacelle vérifie ses cartes contamination. On n'est jamais totalement à l'abri, hein. Chaque personnage scanne les cartes contamination de sa pioche, de carte action, de sa défausse et de sa main. Ok. S'il y a au moins une carte infectée, il mélange toutes ses cartes action et contamination pour former une nouvelle pioche, puis pioche les 4 premières cartes. S'il y a au moins une carte contamination, il est tué. Sinon, il en réchappe. Ah ouais. Si un personnage a une larve sur son plateau individuel, il ne résout que l'étape B, donc pas besoin de savoir si on est contaminé. Si on a une larve dans le corps, bien sûr, on est contaminé. Ok. Alors, d'abord, contrôle des contingences. Youpi, je m'en suis sorti. Ensuite, je contrôle ma contamination. Youpi, je m'en suis sorti. Est-ce que j'ai réussi mon objectif? Chaque personnage encore en vie révèle la carte objectif qu'il avait conservée et vérifie s'il remplit les conditions. Si vous êtes encore vivant après le contrôle de contingence et de contamination et que votre objectif est rempli, vous avez gagné. Il peut y avoir plusieurs gagnants dans une partie de Nemesis Lockdown, d'où l'intérêt de jouer jusqu'à 4-5 joueurs en fait. C'est le genre de partie qui doit durer 5 heures, c'est pas possible. Quoique non, les intrus sont là pour réguler la population. Ils vont s'occuper de nous, je pense. Bien, 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 bien. Terminer la partie avant les autres joueurs. Lorsqu'un personnage utilise une nacelle, s'enferme ou meurt, il ne peut plus prendre part au jeu, il devient spectateur. À la fin de la partie, les personnages encore en vie vérifient s'ils ont rempli leur objectif et s'ils ont gagné. Mmh. Et oui, et oui, et oui, et oui, on peut très bien être enfermé dans le bunker, c'est ça, oui? Enferme ou meurt, ouais. Et malheureusement s'apercevoir qu'on a été non seulement contaminé, mais qu'en plus on crevasse. Comment jouer? Ah, j'en sais rien comment jouer. Oh purée, purée, purée. Alors.
Le jeu se déroule en une succession de manches et se termine lorsque l'une des conditions de fin de partie est remplie. L'ordre du jeu. Chaque manche se divise en deux phases, la phase joueur, la phase événement. Phase joueur. Résolvez les étapes suivantes. Tac. Là, qu'on se pose. Pioche des cartes actions. Au début de chaque phase, tous les joueurs tirent des cartes actions de leur pioche jusqu'à atteindre une main de 5 cartes. Si le jeu à tout moment vous demande de tirer une carte action et que votre pioche est vide, on mélange la défausse, qui est là, pour faire une nouvelle pioche, et on tire le nombre de cartes requises. Allez, on va se faire une main. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que chaque joueur n'a que 10 cartes, au début en tout cas. Par exemple, bon bah voilà, je suis content, j'ai un plan de défense, ça a toujours ce symbole chelou là. Peut-être le coût en nombre d'actions, on va le savoir. Plan de défense, réparation, je peux faire de la fouille, ce serait gratuit. Oh, je peux faire 2 fouilles et une visite guidée. Ouais, j'ai que ça à foutre. On a le droit à un casque virtuel. C'est sympa. Ah, où est-ce qu'on va placer notre main de carte? Ici, pourquoi pas. Après, deuxième point de notre phase de joueur, le jeton premier joueur. Une fois que tous les joueurs ont pioché, passez le jeton premier joueur au joueur à gauche. Ok, ignorez cette étape lors de la première manche, logique. Dès qu'il est demandé au joueur de faire quelque chose dans l'ordre, commencez par le premier joueur, puis continuez dans le sens horaire. Après, c'est le tour des joueurs pour nos actions. En commençant par le premier joueur et dans le sens horaire, chaque joueur effectue 2 actions à son tour. Demeure de l'épouvante, nous voici. 2 actions. C'est pas BZF. Lorsque tous les joueurs ont fait leurs 2 actions ou ont passé, ou sont morts, ou ont été dévorés, déchiquetés, brûlés, perdus dans l'espace et le temps, un nouveau tour s'engage. Chaque joueur peut de nouveau faire 2 actions ou passer. Cet enchaînement se poursuit jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Quand c'est le cas, passez à la phase événement. Pendant un tour, si un joueur ne peut pas faire d'action ou ne souhaite pas en faire, il doit passer. Si un joueur ne peut effectuer qu'une action sa seconde est de passer. Passer compte comme une action. Ouais, ok. Un joueur qui passe ne pourra plus faire d'action lors de cette phase. Lorsqu'un joueur passe, il peut défausser autant de cartes de sa main qu'il le souhaite, puis il retourne son aide de jeu sur le côté passé. Oui, c'est ça? Ok. D'accord, ça sert à ça. Piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Déplacer le pion premier joueur. 2 actions par tour jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Ok, bon, en solo, il n'y a pas vraiment d'intérêt de retourner ça. Tac. Dac. Donc une fois qu'on a effectué la phase premier joueur, enfin non, pardon, la phase des joueurs, c'est la phase des événements. D'abord, on s'intéresse au lancement de la navette. S'il y a un jeton SAF sous le jeton temps, révélez-le et vérifiez quelles nacelles sont lancées durant cette manche. Ça, c'est le premier événement. Ensuite, la piste temporelle. Alors, la piste temporelle, on va retourner par là. Qu'est-ce qu'ils nous veulent avec la piste temporelle? Déplacer le jeton temps, schlouch, d'un cran vers la droite, ouais. Puis procéder aux vérifications suivantes. Si le temps dépasse un jeton d'autodestruction ou procédure d'alerte, résolvez son effet. Ouais, on a vu que c'était en fonction de ça. Si le jeton temps passe par un seuil d'alimentation,
par un seuil d'alimentation. Alors on voit des igouigouis là. Là, il y a des bricoles, ça doit être ça. Vérifier si le courant chute. Plus d'infos sur l'autodestruction, page 27, la contingence, page 11, le courant, page 24. Ok, on verra ça. Troisième chose à faire, la suppression du buis. On va aller couper du buis ou supprimer du bruit dans les secteurs alimentés. Alors, dans les secteurs alimentés, ça implique cette configuration-là. Là, le secteur 1 est alimenté, on pourrait très bien avoir le secteur 3 alimenté et l'ascenseur non alimenté. Alors, dans les secteurs alimentés, retirez tous les marqueurs bruit des couloirs, sauf pour les couloirs reliés à des salles contenant des personnages. Ne retirez pas le marqueur bruit de l'icône conduit. Ah, oh my god, my god, my god. Pour les premières fois, j'ai intérêt de bien dissocier ce qu'est un conduit d'un couloir. C'était pas flagrant hein, dans le premier épisode de découverte des règles là. J'ai pas trouvé que c'était tip top à voir. Bon. Et donc, s'il y a un personnage dans une salle avec du bruit, on n'enlève pas le jeton. Et là, on parle des bruits dans les couloirs, c'est-à-dire si on est comme ça plutôt. Mettons qu'il y ait du bruit là, là, là et là. Que le secteur est alimenté en électricité, on retire le bruit ici, ici et ici, mais pas dans ce couloir-là parce qu'on a un personnage là. Ça m'a l'air bien. L'attaque des intrus. Tout intrus engagé dans un combat avec un personnage l'attaque. Ok, bim, dans ta gueule. Ensuite, autre étape dans les événements. Les dégâts de feu. Tout intrus occupant une salle avec un marqueur feu subit un dégât. Ah bah quand même. Le jeu est de notre côté à un moment. Ok. Donc ça, en fait, ce sont que des étapes de check à faire. Dans l'idée, c'est pas trop compliqué hein, de les appliquer les uns après les autres. On suit chaque procédure. Après le feu, ce sont les cartes événements. Alors, les cartes événements, elles sont là. Un bon petit paquet. Piochez et résolvez une carte. Toi. Ok. Alors, placement des intrus. Les symboles d'intrus affichés sur la carte événement indiquent ceux qui se déplacent dans une salle adjacente, sauf s'ils sont déjà en combat. Et pour se déplacer, ils empruntent le couloir correspondant au numéro indiqué. Hein. Là, il y a un 1. Là, il y a un 1. Alors, on va la refaire. Indique quels intrus se déplacent dans une salle adjacente en empruntant le couloir correspondant indiqué. Ah ouais, si on a un intrus ici, on pioche cet événement-là. Si c'est un... Où est-ce qu'on peut trouver son nom facilement? J'en sais rien pour l'instant. Allez, admettons, si c'est la reine, elle emprunte le couloir 1 de cette salle pour aller à cette salle. On aurait pu avoir un 2, un 3 ou un 4. Et à chaque fois, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mais dans des proportions différentes. Ok, donc les uns après les autres, eux se déplacent, puis eux se déplacent, puis eux se déplacent. Ça, c'est le premier effet. Si plusieurs couloirs sont indiqués, déplacez les intrus vers le couloir correspondant au premier numéro, puis vers le couloir correspondant au second numéro. Pourquoi faire simple? Si un intrus se retrouve dans la salle d'un personnage après son premier déplacement, il n'effectue pas de second déplacement. D'accord. Ah ouais,
s'il y a plusieurs numéros, en fait, ils font plusieurs déplacements. Là, ces deux types se déplaceraient par le couloir 3, couloir 1, couloir 2, couloir 3, 3, 4. Ah, ça va, il n'y a pas beaucoup de cartes avec un double déplacement. Par contre, quand ça nous tombe sur la gueule, ça doit être quelque chose. Là, il n'y en a pas du tout. Bon. Vraiment pas? Pourquoi vous parlez de cette règle-là? Ah oui, si, quand même. Il y en a deux. Oh, bah ça va, c'est rassurant, les amis. Il y en a deux, d'accord, mais alors à chaque fois, on a trois types d'ennemis qui vont se bouger les miches. Tiens, on va reprendre toi là. Bon, bah d'accord, ouais, ça faut pas l'oublier, hein. Deux couloirs, c'est pas qu'on a un choix, c'est qu'ils feront deux déplacements. Si le numéro indiqué pointe vers un conduit, retirez les figurines d'intrus du plateau et placez les jetons correspondants dans le sac d'intrus. Si le numéro indiqué pointe vers un couloir avec une porte fermée, les intrus ne bougent pas, mais la porte est détruite. Les portes blindées, sans déconner. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils vont péter la porte. Oh, ouais, on gagne un tour, quoi. En gros, c'est ça, on gagne une phase de déplacement d'intrus. Et par contre, juste avant, il disait si le numéro indiqué pointe vers un conduit. Et ben voilà, d'où la notion importante de distinguer les couloirs et les conduits. Pour l'instant, on ne le sait toujours pas. On verra, on verra. Bon, pour plus d'infos sur les conduits, page 18. Très bien. Alors ça, c'est uniquement le haut de carte pour le déplacement des intrus. Après, on va aller faire l'effet de l'événement. Après l'étape de déplacement, résolvez l'effet de la carte. Certaines cartes événements comportent un effet supplémentaire qui ne s'applique que si vous êtes dans le noir, c'est-à-dire dans un secteur non alimenté. La plupart du temps, ces effets sont indiqués dans le cadre ci-dessus. Alors, le cadre ci-dessus, en l'occurrence, c'est ce bout de machin-là. Et si on a un cadre comme ça, c'est parce que on a un effet dans le noir. Ah ouais, ok. Ah! C'est-à-dire qu'il y a trois éléments. Il y a premier élément, on déplace. Deuxième élément, on applique ça. Troisième élément, on applique ça si on est dans le noir. Oh putain, on est dans le noir, on est dans le noir, on est dans le noir. Ouais. Bon, il y en a un paquet dans le noir quand même, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est d'une gadasdrof. Va falloir serrer les miches, hein. Prenez vos paquets de mouchoirs parce que ça va chialer dans le complexe. Bon, ok. Après avoir résolu l'événement, défaussez-le, sauf si le texte dit le contraire. Si vous arrivez au bout du paquet événement, ce qui est rare, merci de nous réconforter, mélangez la défausse et on y retourne une fois de plus. Alors là, ça aurait été, s'il y a un marqueur panne sur le système de refroidissement, lancez une séquence d'autodestruction. Sinon, placez-y un marqueur panne. Oh, retirez cet événement du jeu. Ah, bien. Mélangez le paquet événement avec la défausse. Mais alors, piocher ce genre de carte, ça veut dire que on lance une séquence d'autodestruction. En allant mettre, c'était quoi? C'était ça? Par rapport au marqueur temps, là, si on est là et que ce genre d'événement rentre en jeu, 1, 2, 3, on place ici, la séquence est lancée. Quand le marqueur temps atteint ça, on place à 1 d'écart, je crois. Bon, toujours 2 d'écart. Ah oui, mais en le mettant sur la face rouge. Quand ça arrive là, on finit toute la manche et ça pète. Ok, ok, bon. Donc tous les événements vont être, je suppose, vont être bien pourris.
Alors, après, on va s'intéresser au sac d'intrus. Le sac d'intrus, c'est celui-là. On a rempli au préalable pendant la mise en place. Piocher un jeton intrus dans le sac. On peut avoir une larve, un griffeur, un adulte, un hybride, une reine ou le jeton vierge. Donc ça, c'est un adulte par exemple. Remettez ce jeton dans le sac. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Si un personnage est en combat avec un intrus, il ne fait pas de jet de bruit. Ok, ça c'est ce qu'on doit faire si on pioche ce genre de jeton. Ah d'accord. Ah, donc le sac sert à créer des événements par rapport aux événements. Donc si on pioche une larve, on retire le jeton du sac et à la place on met un adulte. D'accord. Ça, c'est pas un effet grave. Donc en fait, on a le vierge, c'est très bien. La larve qui permet certes de rajouter un adulte, mais en même temps, il se passe rien de plus. Ah, si c'est un griffeur, à la place, on met un hybride. Ok. Adulte, on a vu qu'on doit faire un jeton bruit. Par contre, si c'est un hybride, on le remet dans le sac. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Si un personnage est en combat, il ne le fait pas, bah, c'est la même chose. Ah ouais, mais faire du bruit, ça veut dire on va. C'est là où on va faire popper les intrus. Si on pioche la reine, s'il y a au moins un personnage dans le nid, alors le nid, bah, il est caché pour l'instant. On y place la reine, on résout une rencontre avec elle et on garde ce jeton de côté. Si le nid n'a pas encore été découvert ou si personne ne s'y trouve, on ajoute un jeton œuf supplémentaire sur le plateau labo et on remet le jeton reine dans le sac. D'accord. Et puis la face vierge, enfin le jeton vierge, on le remet dans le sac. Oh putain, on ajoute un jeton adulte. Donc c'est vierge mon cul quoi. S'il n'y a pas de jeton adulte disponible, rien ne se passe. Donc dans tous les cas, une fois pioché, une fois baisé. Hein. Y a pas, y a pas. Avec le sac d'intrus, c'est la fin des haricots. Et puis enfin, bah, dans la seconde phase d'événement, hein, une fois qu'on a balayé tout ça, on arrive à la fin de la manche. Commencer une nouvelle manche. Cela signifie que toutes les rencontres, attaques surprises, etc. ont été jouées. Ensuite, une nouvelle manche commence avec une phase joueur où les joueurs tirent leur carte action. Oui. Yes, yes, yes. Bon. Ça progresse, mais on va pas vers le beau, hein. Mhm. Mhm. Alors, là, on sait comment jouer et comment enchaîner les tours. Maintenant, nos différentes actions possibles. Ça va être un gros morceau, sachant que on a, lors de chaque tour, les joueurs peuvent faire différentes actions. 4 groupes d'actions dans le jeu. Les actions de base, les actions des cartes, les actions des cartes. Ah oui, alors, actions des cartes. Action, action des cartes. Objets et les actions de salle. La réponse avec nos icônes et nos chiffres dedans, c'est le coût d'une action. Chaque action affiche une icône qui indique le coût qui lui est associé. Pour payer le coût, vous devez défausser autant de cartes actions de votre main que le chiffre indiqué dans l'icône. Ah, merdasse. Ah oui, alors, on a 2 actions, mais à quel prix? Les cartes défaussées sont mises face visible dans votre défausse. Donc, si je veux réaliser, par exemple, non, on vient à toi, petite salle de génératrice de secours. Si on veut réaliser l'action de salle génératrice de secours, donc pour rétablir le courant, ça coûte 2, 2, bah 2, et donc ça oblige à défausser 2 cartes.
sur une main de 5. Ouais. Important, même si elles font partie de la pioche action, les cartes contamination ne sont pas des cartes action. Elles ne peuvent pas être défaussées pour payer le coût d'une action. Ces cartes représentent votre état de fatigue et peuvent poser de plus sérieux problèmes. Bah oui. Note, un joueur doit payer le coût de son action même si son action est interrompue par un autre joueur. Ouais. Si une action d'objet à usage unique est annulée par une interruption, l'objet est défaussé. Mhm. Mhm. Et donc, on a vu que 0, 0, là, il n'y a pas de coup. Ah oui, d'accord, c'est une interruption. 0, 1. Si je veux jouer cette quarantaine, je dois défausser une autre de mes cartes. Si votre salle comporte un ordinateur, vous pouvez choisir une salle pour fermer toutes les portes des couloirs qui sont reliés. Oui, alors encore faut-il que les intrus aient pas pété les portes. Sinon, cette carte ne sert à rien si ce n'est à être défaussée pour accomplir d'autres actions de salle, par exemple. Alors, on a des actions de combat, non, des actions en combat ou hors combat. Certaines actions ou objets sont marqués du symbole spécial pistolet. Non rayé, c'est seulement en combat. Un personnage est considéré en combat s'il y a un intrus dans la salle. Les œufs ne sont pas considérés comme des intrus. Quoi? Les œufs ne sont considérés comme des intrus que lorsque vous essayez de les détruire. Ok. Et puis les actions hors combat. Cette action ne peut pas être faite en combat. Ok, bon ça va, la lecture de la carte sera assez simple. Si une action n'est marquée d'aucun de ces deux symboles, elle ne souffre pas de ces restrictions. Tac. Alors, les actions de base. Les actions de base sont les mêmes pour tous les personnages. Pour faire une action, un personnage doit remplir les conditions demandées. Vous ne pouvez pas faire une action de base en combat, sauf un déplacement, donc une fuite, un tir et un corps à corps. Waouh! Alors, ah ouais, oui, 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 d'accord. Action de base, on a déjà toute une liste. Déplacement, déplacement vigilant, un tir, un corps à corps, ramasser un corps lourd, faire un échange ou fabriquer un objet. 1, 3, 4, 5, 7. On a déjà 7 actions de base de prévues. Par là-dessus, on peut rajouter des cartes actions, les cartes objets et les salles. Wow! Ça va faire mal au crâne, ça. Alors, le déplacement, ça coûte 1. Je défausse une carte. Et ça me permet, alors on démarre au dépôt, hein. J'ai pas fait de bruit. Je défausse une carte et je fais un déplacement. Déplacez votre figurine dans une salle adjacente en tenant compte des règles de déplacement. Là, je ne peux aller que ici par ces deux couloirs ou alors rejoindre le secteur 2 par là. Bon, admettons que je puisse faire un déplacement autorisé, sans contrainte. J'arrive par là. Après, on peut faire un déplacement vigilant, mais là, par contre, ça coûte 2. Fonctionne comme un déplacement, mais au lieu de résoudre un jet de bruit, placez un marqueur de bruit dans un couloir de votre choix, relié à la salle où vous entrez. Alors, je veux bien que ce soit un jeu dur et punitif, mais si on fait un déplacement vigilant, c'est-à-dire furtif, pourquoi on nous fait placer un marqueur bruit dans un couloir qui relie la salle dans laquelle on entre? Ça me fait râler ce genre de règles, c'est pas possible. Non pas que je veuille que ce soit toujours simple, mais il y a une petite chose qui, pour moi, est contre nature, contre-productif.
Bon, on verra à l'usure, hein, de toute façon. Pour un coup de 1, on peut faire un tir. Attaquer un intrus de votre salle avec une arme que vous tenez en main, donc dans la main gauche ou la main droite. Vous devez défausser un marqueur munitions. Ah oui, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit mémo là. Un couloir ne peut jamais accueillir plus d'un marqueur bruit. Bah, tant mieux. Pour le tir, vous pouvez aussi tirer sur un œuf non transporté en dehors d'un combat. D'accord. Bon, ce qui est très bien fait, c'est les rappels des pages pour chaque point de règle qui sont évoqués dans le paragraphe en cours. Vraiment, ça c'est nickel. Le corps à corps, ça coûte 1. On attaque un intrus de votre salle à main nue ou avec ce qui vous tombe sous la main. Vous pouvez attaquer des œufs non transportés au corps à corps en dehors d'un combat. On peut ramasser un corps lourd. Cela peut être un cadavre de personnage, une carcasse d'intrus ou un œuf d'intrus. Et les cadavres, hein, on les a avec ces jetons-là. Ça, c'est un personnage mort, ça, c'est un intrus mort. Ou l'inverse. Non, c'est bien ça. Et ça coûte, ramasser un corps, 1. Ok. On peut échanger, proposer un échange de cartes avec les personnages de votre salle. Ah d'accord. Les joueurs peuvent se montrer les objets ou les corps qu'ils proposent à l'échange. Si 2 joueurs s'entendent sur une transaction, ils procèdent à l'échange. Même si plusieurs joueurs peuvent participer, seul le joueur actif doit payer pour l'action échangée. Un joueur peut donner un objet ou un corps sans rien demander en retour. Oh, comme c'est gentil. On peut fabriquer un objet. On défausse 2 cartes objets avec des icônes bleues pour prendre une carte objet fabriquée comportant les mêmes icônes en gris. Alors, attendez. Je vais mettre ça là. Par exemple, j'ai trouvé des objets comme ça. Icône bleue, on est d'accord. Boum, boum, boum. Ouais, ok. Ils ont tous... Ah non. Loin de là, ils n'ont pas tous des icônes bleues. D'accord, très bien. Donc, on défausse 2 cartes objets avec des icônes bleues pour prendre une carte objet fabriquée comportant les mêmes icônes en gris. Et c'est pour ça que nous avons une aide de jeu. Si je défausse un truc comme ça, avec un truc comme ça permet de faire un taser. Auquel cas, on va chercher le taser dans les cartes objet fabricado. Ok. En faire un antidote, une... Oh putain, la combinaison tout terrain, s'il n'y a pas le bazar, là, la Batmobile. Batman, il est en mission pour sortir. Ouais. D'accord, donc pour avoir la combi tout terrain, on est obligé de la fabriquer, quoi. Un taser, un lance-flamme et un pistolet. Flamme, sympa, l'antidote, ouais, ça permet de reculer l'échéance d'une mort certaine, mais enfin bon. Bon, bah ça, ce sera à découvrir au fur et à mesure. Alors, on a un bon paquet d'objets à chaque fois, hein. C'est pas mal. Encore faut-il pouvoir mettre la main dessus facilement. Tiens, d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas de fouille là. Ah bah oui, c'était une carte. C'était une carte. Alors moi, je veux voir ce que ça nous autorise à aller chercher. Non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, les cartes de la main visible. Fouille. Ça coûte rein. Réduisez le compteur d'objets de 1. Piochez 2 cartes objets de la couleur de la salle. Choisissez-en une et défaussez l'autre. Ah ouais. Ah, il y a un compteur de fouilles. Ok, les fameux compteurs comme ci, comme ça, là. Dans une salle, on pourrait très bien avoir 3 objets et de la couleur de la salle. Alors, c'est-à-dire, vire-moi ta doc là. Tu nous emmerde avec ça. Imaginons que j'ai découvert ceci. Ah ouais, c'est là. Là, on a l'icône objet jaune. Donc on pioche 2 cartes, on en défausse une, on garde l'autre et on réduit le fait d'avoir fouillé. Alors, il n'y avait pas un emplacement de compteur, c'était où? Où est-ce qu'on le mettait? Ils ont bien parlé de ça.
Ça, peut-être. Ah ouais, ça devait être là. C'est comme ça. Là où on a de la place, en gros, hein. Bon, bah d'accord, et ça, ce ne sont que les actions de base. Après, on va aller voir les actions des cartes de notre main. Chacun dispose de son propre paquet, 10 cartes, dont certaines uniques. Ça représente les actions qu'il peut faire. Chacune dispose d'une description détaillée. Ah oui, j'ai pas changé les éventuelles cartes qui ne sont pas bonnes avec les errata. Pour faire l'action indiquée sur une carte action, défausser la face visible et payer le coût indiqué. Ouf, tout bêtement. Important. Dans ce cas, le coût de l'action est le nombre de cartes que vous devez défausser de votre main en plus de la carte jouée. Oui, oui, complètement, complètement. Ça veut dire qu'en un tour, on peut devoir défausser 3 cartes. Ou 4. Non, ce serait 3 maximum, puisque on n'a pas d'actions qui ont un coût de 3. Si une carte action comprend 2 sections séparées par où, vous choisissez l'action que vous voulez faire. À utiliser hors combat, ça coûte 1. On fait ça ou ça. Ok. Après, on a des actions des cartes objets. Donc, tous les objets là. Certains objets permettent de faire des actions spécifiques. Dans ce cas, tout est indiqué dans la description de la carte. Très bien. Les actions de salle. La plupart des salles permettent de faire une action spécifique. Là, faut voir le mémo. Bah oui, tiens, par exemple, le mémo. Dans les salles de base 1. Le dépôt, est-ce qu'on a le dépôt? Tiens, pas. Salle de base 1, salle de base 2, salle spéciale, dépôt. Oui, ça reprend la tuile. Ça coûte 2 pour fabriquer un objet. Tous les personnages de cette salle peuvent faire l'action de base fabriquer un objet immédiatement sans payer le coût de l'action. Ah oui, sans payer le coût de l'action, fabriquer un objet. Dans ce cas, tout personnage qui fabrique un objet peut défausser une carte de moins que nécessaire pour fabriquer l'objet. Ouais, ça donne un petit bonus, quoi. Un seul des deux objets est requis, mais le symbole doit correspondre à l'un des symboles gris sur la carte d'objet fabriqué. Ouais, puis après, on a la salle de base 1, par exemple, l'entrée des cavernes. Emprunter un conduit. Vous pouvez vous déplacer sur n'importe quelle salle comportant un conduit. Piochez et résolvez une carte attaque d'intrus, traitez-la comme une attaque d'intrus adulte. Ça fait peur. Oui, alors, j'avais pas fini la phrase en plus. Une attaque d'intrus adulte dans le noir. Ce qui, probablement, est encore plus violent qu'une attaque d'intrus dans une zone éclairée. Ça fait plaisir. Et enfin, les actions d'ordinateur. Ils n'ont pas parlé des actions d'ordinateur. Là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait 5 types d'actions. Action d'ordinateur. Lorsque la partie commence, l'une des cartes actions d'ordinateur est révélée. Pour faire une action d'ordinateur, vous devez être dans une salle comportant un ordi dans un secteur alimenté. Oui, c'est mieux. Choisissez alors l'un des 3 effets listés sur la carte révélée. On le résout, on place la carte au-dessous du paquet et on en pioche une nouvelle pour remplacer la précédente. Donc ça veut dire que là, on peut placer l'ensemble des cartes actions d'ordinateur pour les manipuler. Si vous révélez la carte verrouillage, résolvez son effet immédiatement. Ah ouais, autant ça, bah il y a les conditions, hein, secteur alimenté dans une salle où il y a un ordinateur. Par contre, verrouillage, ça fait que boum, on applique. Genre ça pète les portes, enfin ça les pète pas les portes, mais ça les verrouille. S'il y a un marqueur panne sur une salle comportant un ordinateur, l'ordinateur est indisponible.
Veuillez appeler la maintenance. La salle compte comme une salle sans icône d'ordinateur. Ça va, c'est pour ce genre de choses, c'est parfaitement bien expliqué. Mais alors vraiment, c'est touffu, oui, mais c'est clair. Ça fait super plaisir. Mais il va s'en passer des trucs moisis dans ce jeu. Est-ce bien raisonnable? Ça fait. La projection est quand même super sympa, hein, par contre. Oh mon Dieu! On va aller attaquer par contre maintenant tout ce qui est notion de déplacement et les jetons exploration. Je vais peut-être boire un coup. Je pose ça là. Hop là. Ouais, c'est touffu, corsé. Mais alors, Alien est là. Et je me projette encore plus sur le Nemesis Retaliation. Parce que là, on joue, je crois, c'est pas du tout semi-coopératif. Il y a carrément le mode coop en escouade, hein, escouade de soldats à la Alien, justement. Glouglou. Voilà, un petit glouglou fait, on y retourne. Déplacement et jetons d'exploration. Vous allez beaucoup vous déplacer dans l'enceinte de la base pendant la partie. Vous devrez découvrir de nouvelles salles, trouver des objets pour assurer votre survie, compléter vos objectifs, réparer du matériel défectueux, éteindre des feux. Le but du jeu étant de vous sortir de cet enfer. Alors, les salles et les couloirs. Les salles sont reliées entre elles par des couloirs que les personnages comme les intrus peuvent emprunter pour se déplacer d'une salle à l'autre. Ni les intrus ni les personnages ne peuvent s'arrêter dans un couloir. Ah merde! Aucune figurine ne peut y être placée. C'est chaud ça. Dans ma petite tête, je me disais, mais pour temporiser un petit peu parfois le temps qu'un intrus nous suive. Moi je suis là, il y a un intrus qui est là, il se déplace là, mais bon, je peux encore faire ça, et puis ça, et puis ça. Lui, il va se déplacer de section en section. Ben non, pas du tout. Bon, ok. Les effets d'un déplacement dans un couloir sont résolus après être entré dans une salle. Les personnages peuvent faire des actions uniquement dans des salles. Ouais, ok. Les salles spéciales comme système d'alerte, sas d'ascenseur, escalier de secours sont imprimées sur le plateau et considérées comme des salles normales dénuées de compteurs d'objets. Vous ne pouvez pas y faire l'action fouille. Ah oui, alors les escaliers là par exemple. Ah oui, 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 ça y est, en l'ayant bien face à moi, on voit qu'il y a une cage d'escalier là. Donc là, on ne peut pas fouiller, on ne place pas de compteur de fouille. Pas plus qu'on en place ici. Là, je ne sais plus le titre de la salle. Système d'alerte. Ça devait être ça, le système d'alerte. Et puis sur les sas d'ascenseur, sas d'ascenseur, ça va être ça là. Qu'est-ce que tu nous montres là? Ça, là, vous voyez pas là? Bon Dieu, ça ce sont les sas d'ascenseur. Quoique, on l'a plutôt, impression, à vérifier. Et bref, toujours est-il qu'il n'y a pas de compteur de fouille et on ne peut pas y faire cette action. Donc on passe de salle en salle. Base et secteur. La notion de secteur. La base martienne est divisée en 3 secteurs. Chacun est équipé d'une source de courant qui lui est propre. Chaque secteur possède une couleur spécifique qui encadre ses salles et ses couloirs. Bleu pour le secteur S01, jaune pour le secteur S02 et rouge pour le secteur S03. Sur le côté standard du plateau, les secteurs sont séparés par des escaliers de secours,
Lorsqu'un effet de jeu modifie l'alimentation d'un secteur, traitez le jeton courant sur l'ascenseur comme un quatrième secteur. Ok, c'est pour ça que nous avons. Alors là, il n'était pas comme ça à la mise en place. L'ascenseur était alimenté, c'est le secteur 2 qui était non alimenté. Ok. Alors maintenant, l'action de déplacement. L'action de déplacement est la plus utilisée pour explorer la base. Lorsque vous faites une action de déplacement, vous déplacez votre figurine vers une salle adjacente. Deux salles sont dites adjacentes lorsqu'elles sont directement reliées entre elles par un couloir, sauf si une porte fermée les sépare, auquel cas on ne les considère plus comme adjacentes pour le déplacement des joueurs. Mhm. C'est vrai qu'à aucun moment là on ne nous a fait placer des portes. Je veux savoir pourquoi. C'est bizarre. Après être entré dans une salle, résolvez les étapes suivantes. Si la salle était encore inexplorée, face cachée, retournez là, puis révélez le jeton exploration qui s'y trouve et je fais pause, je reviens. Ok, on reprend. Donc, salle inexplorée, on retourne et attention les yeux, on vient. Ah bah, ce jeton-là, je comprends, il n'y a pas besoin qu'il soit au dépôt, puisqu'on commence au dépôt. Bon, ça, ce sera vérifié. Peu importe, on va dire que je me déplace, hop, ici. J'arrive dans la salle, je la révèle, c'est le système automatique de fret C. Pour faire une action dans cette salle, ça me coûterait donc 2. Hop, moi je suis là. Oh putain, je retourne le jeton, comment t'appelles ça? Le jeton exploration, et on tombe sur du feu. 3, c'est quoi de ça? Bon, on verra, on verra. Mais en tout cas, il y a du feu. Dans la salle, on rentre, elle est en flammes. Et j'espère qu'on peut éteindre un incendie, hein. Oui, si, c'est ce qu'il disait là. Trouver des objets, éteindre des feux. Voilà, voilà, là. On peut, on peut. Bah, tout va bien alors. Donc on retourne le jeton, on applique son effet. Dans le cas où on rentre dans une salle vide, qu'elle soit explorée ou non, sans personnage ni intrus, on résout un jet de bruit. Alors on résout un jet de bruit. Ah non, j'allais dire uniquement si la salle est vide. Mais non, pop-up, dans tes rêves, Herbert. Tu as les deux phases là. En un, inexploré, on retourne, et de toute façon, après, on fait un jet de bruit. S'il y a quelqu'un dans la salle, un personnage ou un intrus, ne résolvez pas le jet de bruit. Ok. Astuce. Entrer dans une salle où se trouve déjà un personnage présente certains avantages, mais aussi un plus grand risque. Certains événements demandent à tous les personnages d'une même salle de résoudre chacun un jet de bruit. Et dans ce cas, être en groupe est plutôt un inconvénient. Mhm. Autre action de déplacement. Certaines actions vous permettent de faire un déplacement avec des règles modifiées comme vigilant, visite guidée ou conduit. Important, faire une action de déplacement pour quitter une salle où se trouve un intrus est une action de fuite. Ça, c'est détaillé dans les rencontres et combats. Exemple de déplacement vers une salle inexplorée. Ici, la survivante se déplace du sas d'ascenseur à une salle inexplorée. Alors, on a la réponse, hein. Le sas d'ascenseur, c'est bien où il y a marqué le S0 quelque chose. Elle a déjà défaussé une carte pour payer cette action de déplacement. Avant de déplacer la figurine, elle révèle le jeton exploration et la tuile sale. Survivante a découvert les archives. Le jeton exploration lui indique que la salle contient 3 objets et que la salle
est en panne. Ah oui, là on voit 3 cartes rouges, objets et un symbole panne. Elle fait donc pivoter la tuile sale pour mettre la flèche rouge en face de 3. Oups. Ah oui d'accord, la flèche rouge, ici là, est pivotée pour mettre face à 3. D'accord. Ah ouais, ça va pas être très pratique pour lire ce qu'il y a marqué dessus. Euh. Puis place un marqueur panne sur la salle. Ensuite, notre survivante résout un jet de bruit car elle vient d'entrer dans une salle vide. Bien. Exemple de déplacement vers une salle vide. Ici, en revanche, la survivante se déplace vers les archives qui sont vides. Elle défausse une carte action, avance et résout un jet de bruit sur lequel elle obtient 2 halo rouge. Elle place alors un marqueur bruit avec le halo vert dans le couloir relié aux archives qui portent le numéro 2. S'il y avait déjà un marqueur bruit, il faudrait alors résoudre une rencontre. Heureusement. Pour le moment, tout va bien. Ok, donc on a des rencontres, des intrus uniquement lorsque le bruit est généré une seconde fois dans un couloir. Bah, c'est formidable ça. Après, exemple de déplacement vers une salle occupée. Ici, la survivante se déplace vers une salle occupée par le concierge, elle défausse une carte action et avance. Puisqu'il y a quelqu'un dans la salle d'arrivée, elle ne résout pas de bruit. La même règle s'appliquerait s'il y avait un intrus à la place du... Les jetons exploration. Dans Nemesis Lockdown, il y a 2 types de jetons exploration, souterraine et de surface. Les jetons surface ne sont utilisés qu'avec le côté alternatif du plateau, donc l'autre face. Le verso de chaque jeton exploration affiche un chiffre indiquant le nombre d'objets que contient la salle, un symbole effet spécial. Ils sont résolus de la même manière. Définissez le nombre d'objets dans la salle. Après avoir révélé, faites pivoter la tuile sale pour que le compteur indique le même chiffre que celui du jeton. C'est le nombre exact d'objets que vous pouvez obtenir dans cette salle. Plus d'infos sur les objets, telle page. Le compteur d'objets est réglé sur 2 objets. D'accord, moi j'ai pris ça comme compteur d'objets. On oublie, c'est cacaboudin. Donc, dans le cas de notre exploration du système automatique de fret C, on a 3 objets. Donc on est bon, on faisait pivoter ça comme ça et on place le feu. Après on doit le défausser. Résolvez l'effet spécial. Le silence, rien ne se passe. Ah, attendez voir. Ils sont là mes jetons silence et en fait ce sont aussi des jetons exploration. Donc dans la mise en place, en fait, le jeton qui me manquait là-bas, c'est... Ah non, c'est celui que je viens de révéler, ça, crétin. Il est bête, mais il est bête. Ah bah non, ça va pas ça. Ah si, ça c'est l'autre jeton dans le sachet surface à défausser. Ah, et on avait dit qu'il restait un seul jeton. Bon là, on va savoir que c'est du silence, mais enfin, ça me rassure, j'ai retrouvé mes petits. Donc on peut très bien avoir un effet silence, rien ne se passe. Ne résolvez pas de jet de bruit pour ce déplacement. S'il y a un marqueur slime sur votre plateau, résolvez les effets du jeton danger à la place. Danger.
Pas de jet de bruit. Tout intrus situé dans une salle adjacente et qui n'est pas en combat se déplace dans cette salle. Ah. Bon, après ça, ces effets-là, à appliquer au moment venu, hein. Le slime. Placez un marqueur standard sur la case slime de votre plateau pour indiquer que vous êtes couvert de slime. Alors, le slime... Jeton slime. Ah non, placer un marqueur standard. C'est quoi les marqueurs standards? C'était ça, hein. Donc ça, si j'ai du slime tout partout sur moi, me v'là couvert de slime. Ah bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, que faire? C'est où les douches? Le feu, placer un marqueur feu, logique. La panne, on place un marqueur panne. Ah, les portes. Placez un pion porte dans le couloir que vous avez emprunté pour entrer. Après avoir résolu un jeton exploration, retirez-le du jeu. Ok. Donc les portes ne vont apparaître que par le biais d'un effet spécial. Porte là? Non, il n'y a pas de porte. Là, il y a une panne, chiotte. Il y a une porte là? Non, là, il y a du slime, rechiotte. Là, il y a une porte. Pas du tout, c'est un danger. Ok? Je veux une porte, bordel. C'est quoi cette base? Ah, là, il y a une porte. Et donc, placez un pion porte dans le couloir que vous avez emprunté pour rentrer. Si je venais d'ici, la porte serait là. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Bon, ça met en l'air ma stratégie de me dire, ben, va falloir jongler avec les portes pour les laisser fermer, les ouvrir, les... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, une fois qu'on est rentré dans la salle, qu'on a résolu le jeton exploration, on a un jet de bruit à faire avec le dé noir. Alors, dé noir, c'est là. D'étranges échos résonnent dans les couloirs de la base. Est-ce l'équipement qui fait des siennes ou un intrus? Rappel, si vous entrez dans une salle où il y a déjà un personnage ou un intrus, ne résolvez pas un jet de bruit. Là, encore une fois, c'est répété, mais au moins, c'est cool. Quand on fait un jet de bruit, si je fais 3, placez un marqueur bruit sur le couloir correspondant. Ah d'accord. Ok. Ouais, c'est pas un marqueur bruit par le couloir qu'on vient d'emprunter. Un couloir ne peut jamais accueillir plus d'un seul marqueur bruit. Si on doit en mettre un autre, on résout une rencontre. Ça, ok. Si nous obtenons le symbole de danger alors qu'il est identique à celui-ci, tout intrus situé dans une salle adjacente et qui n'est pas déjà en combat se déplace vers cette salle. Oh, putain. Plusieurs intrus peuvent donc arriver. Ah, puis je les imagine très bien, super rapides. Euh, alors, si des intrus sont bloqués par une porte, ils ne se déplacent pas mais détruisent la porte. On avait vu que dans l'extension Chytride, ce qui était sympa, qu'est-ce que j'en ai fait des portes? Je les ai sorties. Où êtes-vous? Ah, je les ai mises à la sous-couche. Ok. Ah oui, tiens, faudrait que je le fasse avant que la nuit tombe. On en était à ce que si un intrus, on a du bruit, même deux bruits, un deuxième bruit qui vient là, à la place, bim, c'est un intrus qui est ici, qui se déplace, il se cogne contre la porte et tadam, et c'est à la porte capoute. Par contre, ça va cacher les numéros. Si on la met là, ça va cacher le nom. Bon, à force, hein. Si là on a 1 et 2, là on aura forcément 3, 4. Bon, 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 bon. Donc il ne rentrerait pas tout de suite si on a une porte.
Et enfin, silence. Rien ne se passe, ne placez aucun marqueur bruit. S'il y a un marqueur slime sur votre plateau, résolvez les effets du résultat danger à la place. Ah, il y a toujours la contrepartie des morts, hein, c'est pas possible. On ne va pas respirer. En gros, une partie peut durer 4 heures comme une demi-heure. Et en disant une demi-heure, je pense que j'exagère à peine, hein. Si vous avez vécu des parties courtes, voire même ultra courtes, c'est maintenant. Dites-le, le timing. Ok. Alors, ensuite, ah, c'est bien, il parle des conduits. Précision supplémentaire. Même si le marqueur bruit halo bleu, ah oui, ok, ici pour l'exemple, on a un halo bleu, est dans un couloir avec une porte fermée, il affecte tout le couloir. Le bruit ne s'arrête pas à la porte, son effet s'applique aux deux côtés de celle-ci. Ouais. Je vois pas quoi, pourquoi, donc faudra que je fasse gaffe. Lorsqu'il y a un marqueur bruit sur l'icône générique des conduits, hmm, il affecte tous les conduits du plateau, comme si chacun d'eux avait un marqueur bruit. Oh putain. Ah, c'est ça les conduits. D'accord. Bah, on en a qu'un là. Quoi ce délire? Il affecte tous les conduits. Bon, bon. Note supplémentaire sur le déplacement des intrus. Les intrus se déplacent à différents moments de la partie, par exemple suite à un événement. Lorsque les règles vous demandent de déplacer un ou plusieurs intrus, elles expliquent en détail comment le faire. Important. Si un intrus termine son déplacement dans une salle inexplorée, ne le retirez pas du plateau. Ne révélez ni la salle ni son jeton exploration. C'est normal, d'accord. Si l'on vous demande de placer un intrus adulte sur le plateau mais que les 8 figurines sont déjà en jeu, les intrus adultes se retirent. Ah ouais? Enlevez toutes les figurines adultes qui ne sont pas en combat. Remettez les jetons correspondants dans le sac. Ensuite, placez une figurine d'adulte dans la salle où vous devez résoudre une rencontre. Ah bah c'est bénéfique ça alors. Gentil. Alors maintenant les conduits. Comment ça fonctionne? Ah d'accord. D'accord. Ouais, ça y est, j'ai capté. Là, on a un symbole conduit. Là, on a un symbole conduit. Bah, dans chaque salle, en fait, c'est relié, quoi. C'est ça, le Beans? Dans les tréfonds de la base martienne, les nombreux conduits de ventilation passent sous la Terre par un réseau de cavernes et de tunnels pour relier et alimenter les souterrains. Cette idée ingénieuse, qui permit de diviser par deux le coût de construction, se solde aujourd'hui par une faille insoupçonnée. Les cavernes souterraines étant reliées à presque toutes les salles, elles permettent aux horreurs innommables qui y sont tapies d'apparaître n'importe où, n'importe quand. Icône générique des conduits, c'est ça. Et il n'y en a qu'un. Exemple de conduit, c'est ça. Yes. Ni les conduits qui débouchent dans certaines salles, ni l'icône générique sur le plateau ne sont accessibles aux personnages. Ah merdasse. En dehors de ces restrictions de déplacement, les conduits sont considérés comme des couloirs. Bon, la carte conduit de ventilation de la survivante, l'action de salle de l'entrée des cavernes et la carte objet plan des cavernes sont les seules exceptions à cette règle. Ok. La survivante peut emprunter les conduits. Ça paraît être un super bonus. Si le résultat d'un jet de bruit, par exemple, vous demande de placer un marqueur bruit sur un conduit,
placez ce marqueur sur l'icône générique du plateau et non sur le conduit lui-même. Bah oui, puisqu'ils nous ont dit que c'était relié les uns aux autres. Cette icône ne peut jamais accueillir plus d'un marqueur bruit. Si vous devez placer un marqueur bruit alors qu'elle en contient déjà un, résolvez une rencontre à la place. Il n'est pas possible de placer un pion porte dans un conduit, d'accord. Est-ce qu'on peut boucher un conduit? Ah ça, ce serait top, hein. Est-ce qu'il y a une carte ou une capacité qui nous permet de condamner un conduit? Auquel cas, on placerait, je sais pas moi, un jeton générique comme ça. Ce serait cool. Grenade, une chaise, une petite cuillère. Bon, si un intrus se déplace vers un conduit, il disparaît dedans. Défaussez tous ces marqueurs dégâts, remettez son jeton dans le sac et retirez la figurine du plateau. S'il y avait un marqueur bruit sur l'icône générique, il y reste. Là, on doit avoir des capacités, des cartes objets qui permettent de faire refouler des intrus dans les conduits. Quel cas, on ne les revoit plus. Les escaliers de secours. Là. L'ascenseur, on va le mettre là. Donc, les escaliers de secours. Les secteurs sont reliés entre eux par des escaliers. Ceux-ci sont toujours considérés comme étant dans le noir et ils n'ont pas d'action de salle. Il est très dangereux de les emprunter pour se déplacer d'un secteur à l'autre sans source de lumière, un bâton luminescent ou une lampe torche par exemple. Un marqueur panne peut être placé sur un escalier de secours. Cela n'a aucun effet et ne sert qu'à réduire la quantité de marqueurs panne disponibles. Note: si vous devez placer un marqueur panne alors qu'il n'en reste plus, la base est détruite, virgule, dans vos gueules, les joueurs. Point. Et on a 11 marqueurs panne, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. On n'avait pas sicoté un quelque part, non? Je l'ai rangé. Donc on n'aurait que 10 marqueurs panne. Waouh, 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 waouh. Les escaliers de secours ne font partie d'aucun secteur et sont donc dans un secteur différent de ceux cités par des effets de jeu. Ouais. Ouais, ouais. J'étais content de trouver des escaliers parce que c'est un moyen, c'est un autre moyen. C'est-à-dire que si je suis là, que j'emprunte les escaliers, ah non, il faudrait que je sois là. Je fonce, je prends les escaliers, j'arrive là. Et après on avise. Ah ouais, mais alors, ils sont bien gentils de dire que les escaliers de secours, toujours considérés dans le noir, d'accord, mais il n'empêche que si l'ascenseur est pas alimenté et que l'on veut se déplacer par un autre moyen et qu'on est à l'opposé, autant les prendre, hein. Là, il n'y a pas d'ascenseur, hein, sur cette zone-là, rien, rien, rien. Donc, ça va quoi. À un moment, c'est bon. Ok. Les marqueurs et les jetons. Alors, marqueurs et jetons, on va en profiter pour hop, remettre ça. Vous allez là. On va voir tout ça. En commençant par les marqueurs bruit, ne servent qu'à marquer les couloirs pour les jets de bruit. Ok. Le slime, chiotte. Ça, c'était le slime. Tant que vous avez un marqueur slime sur votre plateau, vous devez considérer les résultats silence du jet de bruit comme des résultats danger. Vous ne pouvez avoir qu'un seul marqueur slime à la fois. Si vous devez en recevoir un second, rien ne se passe.
Vous pouvez recevoir un marqueur slime de plusieurs façons et pas seulement à cause d'un jeton exploration. Vous pouvez vous débarrasser d'un marqueur slime avec la carte vêtements ou l'action de salle en décontamination. Les marqueurs feu. 3 fonctions. Ils blessent les personnages qui restent dans une salle en feu. Ils infligent des dégâts aux intrus. Ils peuvent faire exploser la base. À chaque fois que vous terminez votre tour dans une salle avec un marqueur feu, vous subissez une blessure légère. Un tour est composé de 2 actions ou d'une action suite à laquelle vous passez, ou de 0 action si vous ne faites que passer. Et ouais. Oh là là, faut pas oublier que passer son tour, en fait, c'est une action en soi, hein. Une horreur, ça. Important, vous ne subissez une blessure qu'à la fin de votre tour. Si vous passez, le feu inflige une blessure légère, mais ensuite, vous ne jouez plus de tour lors de cette phase. Et le feu ne vous fait plus rien. Ah, et dans le cas où on passe. Donc, premier effet, ça inflige des dégâts. Deuxième effet, il y a 12 marqueurs feu dans le jeu. Si vous devez placer un autre marqueur et qu'il n'y en a plus, la base explose et la partie est terminée. Attention, certaines cartes événements peuvent propager le feu aux salles adjacentes ou provoquer des pannes dans les salles en feu. Oh purée. Une salle ne peut accueillir plus d'un marqueur feu. Si vous devez en placer un second, rien ne se passe. Un marqueur peut être placé dans une salle inexplorée. Ah d'accord. Tout marqueur feu défaussé retourne à la réserve. Après les marqueurs panne. 2 fonctions aussi. Ah non, le feu c'était 3 fonctions. 2 fonctions pour les pannes. Alors les pannes, c'est ça. Ils vous empêchent d'utiliser l'action d'une salle. Ils peuvent mener à l'explosion de la base. Ben voilà, 2 effets. S'il y a un marqueur panne dans une salle, la salle n'est plus disponible. Par contre, la fouille fonctionne normalement, heureusement. Plusieurs cartes actions ou objets permettent de défausser un marqueur panne. Important, le nid et la salle contaminée ne peuvent pas accueillir de marqueur panne. Alors ça, c'est le genre de truc qu'il faut. Comment on va s'en rappeler ça? Ils parlent de quoi là, par exemple? Le nid. Ils ont nommé le nid. Les salles de la base. Alors je suppose qu'en salle de la, voilà, ici. Nanana, nanana, les œufs, ok. Voilà, le nid ne peut pas contenir de marqueur panne. Ça, c'est bien. Alors, par contre, c'est écrit en petit chez petit, hein. Mais bon, c'est écrit. Je vais pas quand même chialer parce que ce que je voulais trouver, c'est cette information-là. Je la trouve et je continue de me plaindre. Il y en a marre. Bon, donc, la note. Une salle, même une salle spéciale comme le dépôt, la chambre d'isolement, système d'alerte ou les sas d'ascenseur peut recevoir un marqueur panne. Ah d'accord. Bah oui, ce qui reste logique quand même. Je fais rentrer le chat jeton premier joueur. Voilà. Le temps se couvre sur notre touraine martienne. J'ouvre un peu plus le rideau. Et la note disait que, ah oui, les salles spécifiques peuvent en recevoir un. Un marqueur panne placé sur la chambre d'isolement n'a aucun effet sur les personnages qui s'y sont déjà enfermés. Ah d'accord. Il y a 10 marqueurs en jeu. Si vous devez en placer un 11e, la base explose et la partie est terminado. Ça explose par le feu, ça explose par les pannes, ça explose par l'autodestruction. Ça explose si la corporation fait un
perdu le terme. Enfin bon, fin de partie, il décide de buter tout le monde. C'est une pure joyeuseté ce jeu, c'est très festif, comme on dit. Une salle donnée ne peut pas accueillir plus d'un marqueur. OK. Si on doit en placer un second, rien ne se passe. Alors ça, faut l'encadrer, hein, rien ne se passe. Un marqueur panne ne peut pas être placé sur une salle inexplorée, par l'effet d'une carte événement par exemple. Tout marqueur panne défaussé retourne à la réserve. Ah! S'il y a un marqueur dans une salle avec un ordinateur, l'ordinateur est hors service, tant que le marqueur est là. Considérez qu'il n'y a plus d'ordinateur dans la salle. Oui, c'est vrai, on l'avait vu ça. Les pions portes ne peuvent être placés que dans les couloirs. Un couloir ne peut accueillir qu'une porte. Il n'affecte pas les jets de bruit. Une porte peut être ouverte, fermée ou détruite. Cela dépend des actions des joueurs et des intrus. Yes. Quand la porte d'un couloir est fermée, placez un pion porte sur ce couloir. Personnages et intrus ne peuvent plus emprunter ce couloir. Ah oui, d'accord. Donc on considère que toutes les portes sont ouvertes, sauf si on vient. Il y a un sens, hein, il y a un sens à ma vie. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de jetons portes, elles sont ouvertes. Sinon, on vient placer un jeton porte fermée. Ok. Les personnages et intrus ne peuvent plus emprunter ce couloir? Quoi? Les personnages peuvent pas l'ouvrir? Ai-je bien lu? Oh my god! Lorsque des intrus doivent se déplacer dans un couloir avec une porte, ils ne se déplacent pas, ils détruisent la porte. Cela peut arriver lorsqu'ils sont attirés par un danger. Ah ouais, ouais. Quand la porte d'un couloir est détruite, couchez le pion porte sur ce couloir. Le déplacement est de nouveau possible. Une porte détruite ne peut pas être refermée. Quand la porte d'un couloir est ouverte, retirez simplement le pion. Et voilà, c'est ça. Au début de la partie, toutes les portes sont ouvertes. Si le jeu vous demande de placer une porte et que vous n'en avez plus, prenez n'importe quel pion porte du plateau sauf détruite et placez-le à l'endroit indiqué. Si plusieurs intrus se déplacent dans la même salle, leur déplacement est simultané, ils détruisent la porte, mais restent tous dans la salle de départ. Ah oui, d'accord. Les pions portes sont ignorés quand vous devez résoudre une rencontre. Ok. Si ça te fait plaisir, Adam, auteur de ce jeu. Ah! Alors, on va arrêter là parce qu'après, rencontre et combat. Au moins, on peut combattre. Il y a une sorte d'espoir hein, qui naît en nous à travers cette règle. Bon, bah, on a encore pas mal avancé. Pas mal avancé. Il reste du boulot quand même. Je vais peut-être démarrer. Ah non, je vais finir les sous-couches puis peindre un petit peu. Ça va me détendre beaucoup. Ça, on va le remettre là. Les jetons, ok. Bon, ben, good. Good, good, good. Il y a beaucoup, 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 énormément de points de règles quand même qui vont s'appliquer bah, tout le temps, hein, partout, tout le temps. Pour les ingurgiter, il va falloir quand même un certain temps. Ça veut dire que, bah, en proposant du gameplay sur Lockdown, je vais commettre beaucoup d'erreurs. Ça, c'est sûr, 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 sûr. On a beau essayer de ficeler les mémos dans tous les sens, hein. Ça. Ah, il y en a qui vont râler, hein. Oh putain, il y en a qui vont dire mais c'est n'importe quoi ta vidéo, tu fais trop d'erreurs, ça sert à rien de jouer. D'accord, on fait comme ça. Bon, eh ben intéressant, très costaud, mais très intéressant quand même.
ne suis pas sûr par contre qu'il y ait une bonne fluidité, tout du moins au début, quand on enchaîne les tours. Il y a tellement de choses à gérer. Euh, ouais, 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 ouais. Ça me fait penser qu'en fait, c'est typiquement pas le genre de jeu qu'il faut sortir une fois par mois. Vaut mieux peut-être faire en sorte de faire 4-5 parties d'affilée, surtout quand on peut jouer en groupe, parce que ça permet aux uns aux autres de se mettre, de retenir différents points de règle, ce qui au final, ça devient de plus en plus fluide et facile de gestion. Mais si on le sort une fois, on fait un test de partie, on le range en se disant ouais ouais on en refera une, bah, 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 bah. Une fois jamais, oui. Bon allez, habitants de Mars là, survivants en sursis, on va se revoir dans la continuité de la suite, hein, pour toujours en apprendre plus sur ce big morceau qu'est Nemesis Lockdown. Je vous laisse ici. Salut, salut.